Bienvenue, imprudent mortel. Saviez-vous qu'en Grande-Bretagne au XIXe siècle, il était nécessaire pour les étudiants d'avoir des cadavres à disséquer pour l'apprentissage de la chirurgie? Eh bien, saviez-vous que de malfaiteurs n'hésitèrent pas à fournir eux-mêmes les corps en se débrouillant pour avoir de la matière première de la manière dont vous pouvez l'imaginer? Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle de Burke et Hare. Les meurtres dits de Burke et Hare étaient une série de crimes commis à Édimbourg entre 1827 et 1828, donc une courte période. Mais franchement, quand vous saurez la motivation derrière ces morts, vous comprendrez pourquoi ça a fait grand bruit. Depuis l'abrogation du Bloody Code, ou le Code sanglant, en Grande-Bretagne, il y avait pénurie de corps pour les universités médicales. Mais tout d'abord, qu'était-ce donc que ce code sanglant? Eh bien, la justice se fit plus sévère à partir de 1688. Jusqu'ici, environ 50 crimes possibles vous faisaient encourir la peine de mort. Vers la fin du XVIIIe siècle, on en était à 220. Entendez qu'on punissait les effractions, les trahisons, les incendies, le braconnage, etc. En plus des meurtres. Il y avait donc beaucoup de pendus. Et cela faisait les affaires des universités médicales. Alors voilà, pour connaître à fond l'anatomie humaine et aussi pour s'entraîner à la chirurgie, comme je le disais, il était nécessaire pour les étudiants de voir disséquer devant eux un cadavre humain. C'était le manque d'observation du cadavre humain qui avait rendu la médecine quelque peu erratique dans les siècles précédents, et on le savait. Seulement, l'Église interdisait jusqu'ici de profaner les corps. C'était toujours le cas jusqu'ici, c'est juste que pour les condamnés à mort, on se disait, bon, eux ils l'ont mérité, donc de se faire disséquer, et donc avoir leur corps profané. Donc ce n'était pas un problème. On donnait aisément les pendus aux facultés de médecine. Aujourd'hui, au cas où vous le demanderiez, on dissèque les corps de personnes ayant légué leur corps à la science, par testament. Mais cette possibilité n'existait pas encore à l'époque. Là-dessus, en 1823, le Bloody Code, comme on avait fini par l'appeler, fut révoqué. On ne pouvait être condamné à mort que dans les cas de meurtre et de trahison. Donc, c'était embêtant pour l'université d'Édimbourg, institution très connue dans les sciences médicales. Il y avait un essor important au XIXe siècle, et cela donnait une forte demande de cadavres à disséquer. Seulement, la seule source légale d'approvisionnement, c'est-à-dire les corps des criminels exécutés, se réduisait fortement, à cause de l'abrogation du code. Il n'y avait que 2 ou 3 cadavres par an pour tous les étudiants. Cela donna des idées à certains, et vous avez compris sans doute. On appelait résurrectionnistes des personnes qui trafiquaient les cadavres. Entendez par là qu'au lieu de fournir des corps de criminels, les résurrectionnistes, donc comme on les appelait, déterraient les corps fraîchement enfouis dans les cimetières. Parmi eux, Burke et Hare. Ils s'appelaient tous les deux William, donc nous les appellerons aussi Burke et Hare. Et on revendirent 16 de leurs victimes pour la dissection et les études anatomiques de Robert Knox, médecin légiste, à l'Edinburgh Medical College.
Et vous vous demandez probablement, est-ce que tous les morts qu'ils ont revendus étaient des personnes qu'ils avaient déterrées? Eh ben, pas toujours. On dit que c'est un peu par hasard qu'ils commencèrent cette carrière, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une personne qui louait un meublé près de chez eux fit une crise cardiaque. Burke ne savait pas que faire avec le corps et le vendit à un institut médical spécialisé. Comme c'était bien payé et que personne ne semblerait se soucier de la disparition du mort qu'ils avaient vendu, les deux compères commencèrent leur carrière. Comme le déterrage ça ne fournissait pas assez, ils en vinrent au crime, comme vous pouvez l'imaginer. Burke ou Hare ramenaient une victime chez eux, ils habitaient près l'un de l'autre, presque toujours des sans-abri, des prostituées, en tout cas des personnes qui n'avaient pas de famille et dont personne ne se soucierait, évidemment. On faisait beaucoup boire la future victime. Puis Burke l'a tuée par compression sur le thorax. Ça l'empêchait de crier. Aujourd'hui encore, le verbe burking en anglais signifie d'ailleurs que la victime est morte asphyxiée sans étranglement. Cela permettait de ne pas abîmer le cadavre. Le corps était ensuite amené jusqu'à Surgeon Square par petites rues et souterrains pour que personne ne soupçonne le trafic. Et le docteur Knox, qui recevait le cadavre, ne posait aucune question sur sa provenance. Le 3 novembre 1828, Burke et Hare sont arrêtés à Tanner's Close, dans le quartier de Westport, au sud de la vieille ville d'Édimbourg. Ils ont été dénoncés par des voisins qui avaient découvert un corps sous le lit de la chambre louée par Burke, sa dite chambre étant dans la maison de William Hare. La morte, mademoiselle Docherty, n'avait été jamais vue ressortir de la maison, mais des gens l'avaient vue entrer. Des voisins, que cela inquiétait, avaient exploré le meublé de Burke et découvert le corps de mademoiselle Docherty. La police fut prévenue et la carrière criminelle de Burke et Hare s'arrêta. La police trouva aussi une liste de noms et de sommes perçues pour la vente des corps. Pendant leur procès, on accusa Burke de crime avec préméditation. Il fut condamné à la potence. William Hare, lui, fut accusé de complicité de meurtre. Mais grâce à son témoignage contre Burke, et ses déclarations indiquant qu'il n'était pas au courant des agissements de Burke, donc il l'avait lâché, Hare reçut une immunité. Le docteur Knox, lui, ne fut pas poursuivi. Mais sa carrière fut quelque peu mise à mal. William Burke fut pendu le 28 janvier 1829 sur la place publique. Je l'avais évoqué déjà d'ailleurs son histoire précédemment. J'avais dit qu'il existait de lui un masque mortuaire. Le masque qu'on voit près de lui est celui de Hare, mais il n'a pas été fait de son mort. Il s'agit d'un masque vivant. Enfin, détail cocasse, Burke lui-même fut disséqué après sa mort et son squelette est toujours conservé au musée du Collège de la médecine d'Édimbourg. Un étui fut aussi confectionné avec la peau de Burke et est toujours visible au musée. On n'a jamais su ce qu'était devenu William Hare. Sans doute, il est parti vers le sud et est mort en tant que sans-abri à Londres. Quelques 30 ans plus tard. En 2010, John Landis a réalisé un film appelé en français Cadavre à l'appel, mais qui est en anglais a pour nom Burke et Hare, et qui est inspiré par leur histoire. Dans le film, on les voit en fait provoquer des accidents, ouvrez des gros guillemets, pour obtenir les cadavres. Quant aux résurrectionnistes, eh bien, ils ne furent pas les seuls. Leurs mauvaises actions ont inspiré un détail que vous avez peut-être déjà vu dans les vieux cimetières anglais, un détail très surprenant. À savoir, une sorte de cage qui surmonte certaines tombes.
comme on ne savait pas pourquoi au XXe siècle, certains ont spéculé que les cages provenaient d'une peur du vampirisme, qu'elles servaient à empêcher le corps de sortir de sa tombe la nuit en tant que vampire. Moi aussi au début ça m'avait beaucoup amusé cette preuve apparente de l'existence des vampires. Mais la réalité est plus pragmatique. En fait, ces fameuses cages que vous pouvez voir encore aujourd'hui étaient là dans le but d'empêcher tout simplement les résurrectionnistes d'accéder au corps et de les profaner en les déterrant. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et de Café. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit en éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.